Sur près de 10 km entre l'embouchure de la Ria de Pachaia et Hondarribia, le Raizkibel est la montagne la plus occidentale des Pyrénées. Il est situé dans la province basque du Guipuscoa, juste au sud de la frontière franco-espagnole, et fait face directement au golfe de Gascogne. Son point culminant est modeste, 543 mètres. Côté océan, pentes vertigineuses et reliefs escarpés se succèdent, coiffés de pâturages et d'une riche végétation. Le massif du Raizkibel fait partie des vastes affleurements des flysch de l'Éocène inférieur, qui se développent entre Hondarribia et Deba. Depuis plusieurs années, Michel Molia est un passionné du Raizkibel. Durant ses randonnées, il a découvert un site géologique unique en bord d'océan. Les paysages sont magnifiques, il y a des criques superbes, on croit qu'on a trouvé la plus belle. Sitôt qu'on passe le cap, on tombe sur une autre qui est encore plus belle. Alors on se dit qu'on va continuer comme ça à faire tout le littoral. Et c'est en faisant le tour du Raizkibel le plus près possible de la mer qu'on est tombé avec mes copains, on était 4 ou 5 et on est tombé sur ce site. Et bien quand on est arrivé là, nous on est complètement ignorants en géologie et en paléontologie et on a été très étonnés de voir des boules absolument partout. Des boules et des trous. Des trous hémisphériques dont on a bien compris que les boules avaient été expulsées. Petit à petit, on a commencé à se poser des questions. Parce que toutes ces boules, elles avaient un trou au pôle supérieur. C'était quand même étonnant. Et ce trou était en forme d'entonnoir. Et sur des éléments qui avaient été coupés naturellement, on se rendait compte que ce trou se poursuivait à l'intérieur de la boule sous forme d'un canal. Et de suite après, on a vu que cet orifice donc, était bouché par une formation conique très dure qu'on a appelée un spicule. Et que ce spicule, encore une fois, sur des coupes naturelles, on a trouvé qu'il se prolongeait à l'intérieur du canal sous forme d'un cordon. Et comme on ne comprenait rien, comme on ne savait rien, on a fait un petit dossier mais très simple, en montrant simplement l'orifice, le cordon, le spicule, etc. Et on a envoyé ça au Muséum d'histoire naturelle de Paris et on a attendu 1 mois, 2 mois, 6 mois, pas de réponse. Alors après on l'a envoyé à Lille, on a eu l'adresse de 3 professeurs de géologie à la faculté de Lille et ils ne nous ont pas non plus répondu. Ensuite on a réussi à faire passer des photos à la faculté de Bordeaux et on nous a dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était mais que ça ne les intéressait pas. Bon. Alors il ne nous restait pas grand chose à faire, on a été à Saint-Sébastien, il y a une société scientifique d'Aranzadi. Et on a envoyé le dossier en français, en espagnol, pas de réponse. On a été à Aranzadi pour demander rendez-vous et on n'a pas eu de rendez-vous. Et un jour, au bout de 3 ans de recherche, par un coup de bol magnifique, sur Internet, on a trouvé le nom d'un spéléologue, spécialiste de la faune cavernicole, qui avait écrit sur le Raizkibel. Je suis allé le voir, je lui ai montré des photos, je lui ai montré des éléments qu'on avait cassés. Et il a été intéressé, on l'a amené sur le site et là il a été passionné. À la fin il m'a dit il faut que tu publies. Mais moi publier un problème de géologie ou de paléontologie, c'est pas du tout ma spécialité et je lui ai dit que j'étais pas capable. Donc on a fait les premières publications à 2. Moi je me suis chargé simplement de faire la description des signes. La séméiologie c'était un peu ma spécialité. Et au bout de quelques jours, très rapidement, Carlos Galán, parce que ce spéléologue s'appelle Carlos Galán, c'est un copain maintenant, eh bien Carlos Galán m'a téléphoné en me disant « Eureka, je sais ce que c'est, ce sont des paramoudras ». Alors les paramoudras, ce sont des concrétions qui se font autour des terriers des vers. Mais ça se passe à plusieurs centaines de mètres sous la mer.
Quand la plaque ibérique s'est détachée de la plaque terrestre européenne, les rochers de Bretagne ici sont les mêmes que les rochers de Galice ici, la plaque a pivoté sur elle-même et en pivotant, elle est rentrée dans la plaque européenne par le sud. Et en faisant ce mouvement, elle a fait monter les Pyrénées. Et donc, les sédiments, qui étaient à plusieurs centaines de mètres sous l'eau, sont arrivés ici en surface. Et c'est ce que l'on voit actuellement. Dans l'histoire de la paléontologie, c'est une minuscule virgule microscopique, quoi. C'est quelque chose d'infime. Paramoudra, qu'est-ce que ça signifie? Alors paramoudra, en gaélique, ça veut dire poire de mer. Parce que certainement, dans les pays nordiques, il y a des formes comme ça, un petit peu piriformes, quoi. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom de poire de mer. Mais ici, peut-être qu'on pourrait employer ça pour 1 ou 2 spécimens, mais il y en a très très peu de ces formes-là. Les paramoudras, on en trouve surtout dans le nord, dans les pays nordiques. Et il y en a qui sont donc en forme un peu globuleuse. Mais la plupart des paramoudras connus actuellement, d'abord, ils se trouvent en période paléocène. Ils ont 15 ou 20 ans de plus que ceux-ci, parce qu'ici on est en période éocène, c'est-à-dire 40-45 millions d'années. Je parle en millions d'années, 40 à 45 millions d'années. Deuxièmement, on est dans du grès. Tous les autres paramoudras sont dans du calcaire. Troisièmement, on a des paramoudras sphériques, alors que tous les autres sont cylindriques. Quatrièmement, il y en a des milliers ici, il y en a une quantité incroyable. Là-bas, il y a un endroit où les paramoudras sont petits, on en a compté jusqu'à 40 par mètre carré. Tandis que quand dans la littérature on décrit un paramoudra, on en décrit un, 2, 10, 12, mais jamais une quantité comme ici. Et puis pour terminer, ils sont d'une conservation incroyable, bien qu'ils aient subi 40 millions d'érosion, ils sont encore très visibles, on peut traduire ce qu'on voit, on peut traduire les signes, tandis que les paramoudras qui sont dans le calcaire, ils se délitent facilement, ils sont pas très durs, ils sont pas faciles à étudier. Et un qui fait les silènes. Voilà. Oui. Et quand on étudie les vers, les polychètes, je pense que c'est unique au monde, je ne suis pas le seul à le penser. Et les géologues que j'ai amenés ici sont tous très étonnés et ils trouvent en effet que c'est un peu unique, oui. La découverte de Michel Molia est fantastique, tout simplement. Elle est remarquable parce qu'on est sur un site unique au monde. On est sur un site unique au monde, c'est-à-dire que des paramoudras, on les connaissait en Normandie, on les connaissait dans le nord de la France, on les connaissait en Angleterre ou dans des pays anglo-saxons, mais sous la forme de traces uniques dans les sédiments. Ici on a un champ complet avec des milliers et des milliers de paramoudras, donc c'est quand même fantastique, c'est unique au monde. Là on a les pieds sur le fond sous-marin d'il y a 50 millions d'années. Là, tel que Michel nous l'a montré tout à l'heure, il y a des terriers. Il s'agit plutôt de vers polychètes, c'est-à-dire des vers marins comme on en trouve actuellement au fond de l'eau, y compris à de grandes profondeurs. Alors comment ils faisaient ces vers pour former ça? Explique-nous. Ils formaient ils s'enfonçaient dans le sol en creusant un terrier, ils se tapissaient au fond du terrier et ils attendaient que la sédimentation apporte la nourriture. Donc ils faisaient une circulation d'eau grâce au terrier et ils absorbaient un maximum de nourriture. Cette découverte, ma foi, j'étais pas fait pour ça. J'ai découvert ça. Bon, ben je suis un peu fier, oui, je dois le dire. Et puis après, mais c'est les paysages sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Moi, quand je viens ici, je m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais.
Je connais le Reiskibel, mais comme ma poche. Et maintenant, je suis en train de l'explorer avec des gants de jardin et des sécateurs parce que je connais tous les chemins.